Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue. Je suis actuellement en compagnie de Valentin. Valentin qui gère le compte, Salut. All Miss France. Salut Val. Bienvenue donc dans ce troisième épisode de TT Profil, la petite série de votre off-season. On espère que ça vous fera kiffer, sur le long terme. 3e épisode parce qu'effectivement Val, tu déjà revenu sur, 2 balls, 2 balls C'est qui ont eu ça. lieu. 2 balls donc où Val a commencé un petit peu à vous décrypter, quelques joueurs, quelques prospects que vous pourrez voir, donc à la prochaine draft. Premier réel épisode, full, scouting si je puis dire, où, Valentin, moi, Kevin et Guillaume, notamment, allons, effectuer un très gros travail, pour, vraiment ratisser large sur cette prochaine draft et présenter des joueurs qui vont se présenter bien sûr et qui partiront au premier tour, au deuxième tour, au troisième. Mais on va essayer de pousser un petit peu plus loin et d'aller, jusqu'au septième et parfois même des mecs qui ne seront peut-être même pas draftés. Val, si tu veux expliquer un petit peu le principe et ce qu'on a mis sur pied pour essayer de classer ces joueurs. Alors du coup, on a mis, un principe de tiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, là où on pensera, qu'ils peuvent être draftés, mais surtout leur niveau, parce qu'il se peut que quelqu'un ait un niveau de, par exemple, tiers 2, mais qu'il soit pris un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de monde devant. Donc on a mis en place un peu ce système de tiers. Au niveau de notre scouting, c'est vraiment notre avis à nous. Il y a pas de copier-coller de sites américains, il y a pas de Google Traduction, il y a rien de tout ça. C'est des heures et des heures passées à scouter sur des vidéos, très brosson, très 240p en 0,25, au niveau de la vitesse. Enfin bref, donc on a vraiment passé du temps dessus. C'est notre avis, c'est pas forcément ce qui va se passer sur la draft et au niveau de leur carrière. Parce que quand on scoute quelqu'un, un peu pour vous expliquer, on voit certaines choses, on n'en voit pas d'autres, mais surtout, on n'en sait rien de ce qui va se passer derrière. Il y a trop de variables. Est-ce que le meilleur QB va tomber dans la pire équipe avec la pire O-line? Donc forcément, il va pas être bon sur la première année. Donc il y a plein de variables comme ça. On va essayer de vous présenter ça de manière très globale, mais surtout, voilà, n'oubliez pas que c'est notre avis. Que certes, on n'y a pas assez du temps dessus, mais on essaie de donner quelque chose de concret, de correct, et de ce qu'on a pu voir, mais il peut se passer bien d'autres choses, hein. Vous savez très bien, la NFL, c'est un milieu particulier, et puis ce sont des êtres humains, donc il se passe plein de choses. Déjà rien qu'entre le college football et leur premier match en NFL. Puis, comme l'a dit Val, après on n'a pas la science infuse, hein, on n'est pas des scouts, professionnels, on n'est pas payé à faire ça donc vraiment le but ici, c'est de vous donner un petit peu une vision globale des joueurs et on sait que, parmi les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui suivent aussi la NFL et qui ont des équipes favorites. Voilà, histoire d'avoir un petit peu, une vision sur le mec, que vous drafterez au moment de cette draft 2022. Pour ce qui est de la façon dont on va publier les épisodes, on va donc se concentrer sur 2 grands épisodes, par position. Un épisode, entre guillemets «high tier», haut tier si vous préférez, sur lequel on va parler des joueurs vraiment, stars de chacune des positions. Stars et un petit peu en dessous, hein, on va se concentrer donc sur les tiers, 1 à généralement tiers 4, peut-être pousser jusqu'au tiers 5 quand, on se rend compte qu'il y a pas assez de joueurs sur un tiers, ce qui peut arriver aussi. Et ensuite, on aura un épisode, un petit peu low tier qui va regrouper les tours, 5, 6, parfois peut-être 4, 5, 6. Pour ce qui est du tiers 7 qui consistera à regrouper les joueurs, qu'on voit dans un range, tour 6, 7 et potentiellement, undrafted. On est encore en train de réfléchir sur le format qu'on pourra adopter. Peut-être qu'on gardera ça sous le coude pour vous en parler justement au moment de la draft. Peut-être qu'on fera un live, Twitch pour vous en parler. Dernière petite chose, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Val, quant au fait que les scootings sont personnels, heu et sur, le fait qu'on ait classé les joueurs par tiers et non pas par tour. Parce que tout simplement, on n'est pas, le but de ces épisodes, ce n'est pas de faire une mock draft. On n'est pas GM NFL, on va pas essayer de deviner ce que font les GM NFL. Nous, on a classé les joueurs selon ce qu'on a vu sur leur tape, selon leurs points forts et leurs points faibles.
partez pas en crise de nerfs parce que un joueur qui est pronostiqué actuellement comme étant un top 20 de la draft, bah nous on a très bien pu le classer en tier 2, voire peut-être même tier 3. Ça va arriver, ça va arriver. C'est juste que quand on fait le comparo de tous les joueurs et de leurs points forts et de leurs points faibles, bah on a tout simplement estimé qu'un joueur était plus à sa place dans un tiers moindre, même si on sait pertinemment au fond de nous qu'il sera pick plus haut le jour de la draft. Ça peut tout à fait arriver. Et donc on décide de commencer dès maintenant, hein, Val, avec la position star. Le poste probablement le plus important du football américain en général, que ce soit en pro ou en college football d'ailleurs, avec les quarterbacks. Ouais, alors on va commencer bien sûr avec Matt Corral, que je vois comme un bon tiers 1 et peut-être le premier QB sélectionné à la prochaine draft. Alors du coup, Matt Corral qui a évolué à Ole Miss, qui a 23 ans. Au niveau de sa taille, on part sur un 6'1", et au niveau de son poids, c'est un 205 pounds. Pour faire un peu un petit descriptif de ses saisons passées à Ole Miss, sa saison 2019, il est blessé en début de saison. Il y a John Rhys Plumlee qui prend le lead de l'attaque, et derrière, quand il revient de blessure, il se contente que de quelques bouts de match, et c'était sous l'ère Matt Luke. Donc Matt Luke qui préférait un jeu au sol que aérien. En 2020, il est titulaire. Lane Kiffin arrive. 3337 yards, 29 TD, 14 inter, 70% de complétion de balle, 506 yards au sol et 4 TD. Deux gros points noirs sur cette saison 2020, deux matchs à 5 et 6 interceptions contre LSU et Arkansas. Et en 2000... Et d'ailleurs, Val, excuse-moi de te couper, Ouais, mais suite à cette saison 2020, donc on commence déjà à voir des flashs de Matt Corral. On se dit que le petit exact. peut avoir quand même un sacré potentiel, mais il avait vraiment cette mentalité de gunslinger qui va d'ailleurs faire suivre vraiment tout au long de sa carrière à Ole Miss. Justement à cause de ça, ces matchs à beaucoup d'interceptions où en fait ça ne l'empêche pas de lancer et le mec continue parce qu'il en veut quoi. C'est ça, on avait déjà un peu les prémices de son leadership, d'une volonté de progression, de jamais abandonner. Ça, on peut vraiment pas lui enlever ça. C'est un de ses gros points forts. Et puis surtout, ce qui nous montre en 2021, c'est cette très grosse progression de ce côté-là, au niveau de sa mentalité de gunslinger, mais aussi au niveau de ses analyses pré-snap, de la lecture des défenses adverses. En 2021, il a 3349 yards, 20 TD, 5 inter, 67,9% de complétion, 614 yards au sol et 6 TD. Alors, au niveau de ses points forts, on a du coup, ce qu'on parlait, une très grosse progression grâce à Kiffin Deleby, mais surtout grâce au coach, au préparateur physique et mental Wilson Love. Euh, Tout le monde en parle autour quand je sais pas, vous regardez les vidéos sur YouTube de All Miss Season. Moi, j'ai énormément d'infos de gens qui habitent là-bas, qui voient les matchs, qui sont très proches des joueurs, donc je peux encore mieux vous en parler. Mais au niveau de son travail, de son éthique de travail, on est sur du très très haut niveau, toujours à rechercher la perfection. Et c'est pour ça qu'il a eu une aussi grosse progression entre 2020 et 2021. Alors, il a notamment travaillé sur sa mécanique de lancer, mais il a énormément travaillé du coup sur ses analyses de défense, ses lectures pré-snap, mais sa mentalité, savoir gérer son calme, ne pas non plus partir comme un gros gunslinger à envoyer coûte que coûte. Si on peut prendre 5 yards, on prend 5 yards, on va pas essayer de chercher prendre 40 yards. Donc vraiment une très grosse progression de ce côté-là. Un Et, deuxième, et, et ouais. d'ailleurs, Val, comment tu pourrais expliquer en fait aux gens qui regardent pas forcément Ole Miss ni Matt Corral, à part sur certains highlights ou quoi, parce que justement, on t'entend beaucoup dire là depuis le début sur Matt Corral le mot progression, comme quoi il a progressé, progressé, progressé. Mais pour quelqu'un qui ne l'a pas forcément suivi, qui ne l'a pas vu en live, finalement, tu regardes ses stats et tu te dis, bah écoute, en 2020, il a fait 3337 yards. En 2021, il a fait 3349. La progression, elle n'est pas extraordinaire. Mm. En 2020, il te fait 29 TD. En 2021, il t'en fait que 20. Alors, au niveau du ratio TD inter, effectivement, tu peux potentiellement avoir la progression. Mais derrière, tu regardes un petit peu le pourcentage de complétion, donc de passes complétées ou non. Et tu vois que finalement, en 2020, il était quand même à 71, j'arrondis un petit peu, hein, mais il était à 71% de passes complétées Ouais. contre 68 en 2021. Donc tu vois, Alors, pour quelqu'un qui suit pas ces matchs,
il se dit progression, oui et non, tu vois. C'est normal. Alors déjà, il y a eu la perte d'Elijah Moore à la draft pour la draft 2021. Donc quand on enlève un joueur comme ça, déjà on enlève une grosse menace. Après, malheureusement, pendant la saison 2021, il y a eu énormément de blessés de notre côté, surtout au niveau de l'attaque et énormément au niveau des receveurs. C'est simple, à un moment, on a joué 4 matchs d'affilée sans nos 3 receveurs titulaires. Donc à partir de ce moment-là, ça devient très dur d'installer une offense à la passe. En sachant qu'on avait Snoop Connor, Jarion Neely et Henry Paris Jr. Cette année au niveau du jeu au sol et que ça envoyait vraiment beaucoup, bah, on s'est pu s'appuyer sur ce côté-là. Et d'ailleurs, il a énormément développé ce côté de jeu au sol parce qu'on l'a vu comme contre Tennessee énormément courir. Je crois contre Tennessee, il finit à 30 portées parce qu'il ne pouvait plus lancer, il n'y avait plus personne à qui lancer, ça droppait. Les receveurs n'arrivaient pas à se démarquer, à créer de séparation. Donc c'est tout à fait normal qu'au niveau des TD, ça ait baissé. Mais après, on voit que quand même, il a réussi à maintenir un niveau de yard pas trop mal, vraiment quasiment équivalent. Mais surtout, voilà, c'est ce qu'on voulait voir sur sa progression, c'était les interceptions. Et comme on a vu surtout contre Alabama, c'est là où je me suis dit, là, il a vraiment progressé. Parce que les premiers matchs de Matt Corral, c'était Louisville, et puis SU, Tulane, et après c'était Alabama. Et Alabama, on prend tarif pendant 3 quarts temps, mais il fait aucune erreur. Et puis au final, quand on regarde sa ligne de stats, c'est 21 sur 29, 213 yards, 1 TD. Il fait 0 erreur dans le match. Et puis à la fin, quand ça se débride un petit peu, et bah, il commence à envoyer, il commence à développer son jeu. Déjà à ce moment-là, il nous manquait un receveur. On avait déjà un receveur de blessé pour ce match-là, mais il a quand même réussi à trouver des solutions. Et c'est là, du coup, c'est là qu'on s'est dit qu'il avait déjà fait énormément de progrès Ouais, sur je ses suis intérêts d'accord. et ses analyses. Ensuite, pour ses points forts, son deuxième gros point fort pour moi, c'est son leadership. Alors ça, c'est un point qui est très dur et que je reviendrai sûrement pas sur d'autres personnes, à part les joueurs d'Ole Miss, parce que c'est très dur de connaître le leadership d'un joueur quand on ne le voit pas en vrai, ou qu'on n'a pas autant d'infos que je peux avoir. J'ai beaucoup de chance de ce côté-là, je l'ai vu en vrai, du coup, comme vous le savez sûrement. Au niveau leadership, c'est du très 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 haut niveau. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais pas y passer 50 ans là-dessus, mais c'est quelqu'un qui n'abandonnera jamais. Comme on a vu contre Tennessee, il se fait tordre la cheville et il revient derrière. Il y a un drive du QB remplaçant, mais il revient direct derrière pour finir le match parce que c'était un gros match à grosse intensité qui était très serré. C'est quelqu'un qui n'abandonnera jamais votre équipe et qui pourra peut-être pas la faire progresser, mais qui arrivera à fédérer autour de lui. Et généralement, ça vous tire pas une équipe vers le bas. Euh, Autre point fort, du coup, c'est son athlétisme. Il n'y a qu'à voir ses stats au sol. Il est très agile, c'est un très bon coureur. C'est quelqu'un qui peut aller chercher des yards au sol et ça sera retranscrit en NFL. C'est pas que au niveau du college football. Il a un bras canon de type NFL, il peut lancer tout type de lancer. Il peut quasiment tous les faire. Il a une très grosse précision, court, moyen, deep. Mais il y a de temps en temps quand même sa régularité dans le dosage sur les lancers, notamment deep, sont très limites. C'est sûrement dû à sa mécanique. Sa mécanique, il l'a changé au cours de la saison 2020. Enfin, au cours des 3 saisons, il l'a travaillé, mais surtout en 2020-2021, il a changé vraiment énormément sa mécanique. C'était mieux, mais on sent quand même de temps en temps que c'est un petit peu underthrow, c'est un petit peu overthrow. C'est toujours un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, à gauche, à droite, devant, derrière. Donc sur ça, il a encore à progresser. Et Euh, sur et ça, du- vraiment, sur ça, vraiment, c'est sur les tracés deep que tu veux dire, où il y a autre Beau- chose. Non, non, beaucoup énormément pardon, les tracés deep. C'est surtout là que ça se ressent. Après, il a quand même un manque de toucher de balle à tous les niveaux, mais qui est pas catastrophique. Je pense que c'est très facilement travaillable. Je crois que ça se dit, je sais pas si ça se dit ça, mais il peut le travailler très facilement et on a déjà vu beaucoup de progression, donc je m'inquiète pas trop pour ça. Mais c'est quand même à noter. Autre point fort, tout ce qui est lancé en motion, il sort très bien de sa poche. Il perd pas en précision. Sa mécanique reste quand même globalement correcte. Du coup, bon point fort. Et il peut driver n'importe quelle attaque. Je vous rappelle que les billets et Kiffin avaient une attaque en up-tempo. Donc, c'est vraiment pas facile à faire, surtout pour un QB qui est en college football, qui sont des QB en apprentissage. Ça demande énormément de compréhension très rapidement et surtout de l'adaptation.
Matt Corral était amené à changer ses systèmes, à appeler des jeux différents pour pouvoir s'adapter à la défense qui était en face. Donc il y a une très grosse compréhension des systèmes imposés, qui lui ont été imposés. Après, un peu pour revenir sur des niveaux points faibles, ce que j'aime pas chez lui, c'est son jeu de jambes dans la poche. On voit que son footwork, il est vraiment pas bon. Les pieds sont pas quick, ça va pas vite. Il fait beaucoup trop confiance à son bras. Alors ça fait partie de sa mentalité gunslinger, hein, donc ça se prend avec entre guillemets, mais il va falloir vraiment qu'il travaille ce côté-là, parce que s'il instaure un jeu de jambes qualitatif dans la poche, il gagnera en précision, il gagnera en toucher de balle. Et il gagnera encore plus en adaptation, en vitesse de lecture. Le jeu de jambes, c'est ultra important pour un quarterback, surtout au haut niveau. Point en questionnement que j'ai par rapport à lui, c'est toujours sa lecture et sa prise de décision, surtout sur un niveau NFL. Il a montré quand même une grosse progression, mais il y a eu quand même certains flashs où tu te disais, ah, là on a le Matt Corral de 2020. Donc il va falloir qu'il progresse de ce côté-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un quarterback de développement. Il ne peut pas start day one en NFL. Il a besoin de comprendre encore les systèmes de jeu NFL, enfin les systèmes surtout défensifs. Il a besoin aussi de développer son côté pro style, si je peux dire, parce que ça reste un quarterback vraiment très bon de college football, mais ça reste pour l'instant un quarterback qui n'est pas NFL ready, comme je vous ai dit. Donc pour moi, Matt Corral, c'est un très haut plafond, mais il a aussi cette possibilité de boom or bust, ce qu'on va beaucoup voir dans les scootings de cette année sur les QB. Mais pour moi, ça reste sûrement le mec à choisir, le QB à choisir au premier tour. Ok, clairement. Tu connais un petit peu mon avis sur Matt Corral, hein, de toute façon. Moi, c'est le QB qui me fait vraiment le plus kiffer dans cette draft class, si je puis dire, sur les quarterbacks. Après, de toute façon, pour nos auditeurs, un spoiler alerte, des QB de développement, vous allez en avoir beaucoup sur cette draft. Il y en a peu, voire pas du tout, qui sont capables de starter Day One en NFL. Surtout quand on pense un petit peu aux endroits où ils peuvent être draftés au premier tour. On se dit que c'est dans des équipes un petit peu compliquées, donc encore moins facile de starter en NFL. Juste comme ça, pour être très honnête avec vous, c'est quelque chose qu'on n'avait pas préparé, mais Val, comme ça, juste de toi et de ta connaissance un petit peu en NFL, quelle équipe tu verrais pour Matt Corral vraiment le fit parfait? Genre le mec où si tu mets demain Matt Corral dans cette équipe, il va te faire aller plus de 10 ans en NFL et te l'emmener très très loin. Vraiment le fit parfait. Quelle équipe, quel coach pourrait utiliser Matt Corral parfaitement en NFL? Je t'aurais bien dit les Saints avec Sean Payton, mais il a pris sa retraite, le boug. En plus, Forcément. avec Michael Thomas, Monsieur Slant, Matt Corral, c'est un des meilleurs lanceurs de slant de cette QV, voire pour moi, c'est le meilleur. Donc ça aurait très bien collé. Je pense que ça aurait très bien collé avec le système de jeu des Saints. Maintenant, je t'avoue que depuis la décision de Sean Payton de ne pas revenir, j'y ai pas pensé. Mais après, il y a la proximité de Mississippi Saints. Il y a beaucoup de fans d'Ole Miss aux Saints. On a Cooper Manning qui a joué aux Saints. J'aimerais bien les Saints, mais après, sinon, je le verrais bien peut-être à Washington. Mais j'aime pas du tout Ron Rivera et je trouve qu'il a énormément de mal à développer des quarterbacks. Et ce serait mon deuxième fit possible. Ok, très bien. Du coup, on va passer au deuxième quarterback donc de ce premier tiers. Il s'agit de Kenny Pickett, le quarterback de Pitt. On parle donc d'un joueur de 24 ans, hein, bon gabarit puisque il monte à 6'3", 217 livres. Kenny Pickett, qu'est-ce qu'on peut en dire de Kenny Pickett? Sur sa saison 2018, il fait une saison correcte, hein, il est à 1969 yards, 12 TD, 6 inters. Un petit red flag sur le pourcentage de complétion parce qu'il est à 58%. À ça, il ajoute 220 yards au sol et 3 TD. Un chiffre qui augmente. On voit une petite progression sur sa saison 2019 puisque Kenny fait donc une saison à 3098 yards pour 13 TD et 9 inters. On voit que les TD ont augmenté, les inters aussi.
Le pourcentage de complétion qui augmente aussi, puisque donc il passe de 58, pareil j'arrondis, mais il passe de 58% à 62. À ça, il rajoute 110 yards au sol, 2 TD. Ensuite, on a eu cette saison assez compliquée à juger donc pour les QB, cette saison sous Covid où on sait que certaines équipes ont eu plus de matchs que d'autres, donc c'était assez compliqué à gérer. On est sur 2408 yards à la passe, 13 TD encore une fois, 9 interceptions encore une fois, 145 yards au sol, mais 8 TD à la course. On a quand même un sacré bon. Et enfin, on a cette explosion donc en saison 2021 où il nous a pris un petit peu tous de court, Val. Il fait une saison à 4319 yards à la passe, 42 touchdowns pour 7 interceptions. Il monte à 67,2% de pass completion et il est à 241 yards au sol pour 5 TD. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Val, donc de Kenny Pickett? Bah, déjà, tu viens de citer un peu les statistiques, une énorme progression. Et sur sa dernière année, c'était sa 5e année. Il a 24 ans. Ça, c'est quand même un point assez que je pourrais qualifier de faible quand tu arrives en NFL. Ouais. C'est qu'il Surtout va. quand on sait quand on connaît un petit peu les coachs et les front office en NFL qui ne voient que par l'âge. 24 ans, on peut qualifier ça de vieux carrément. Oui, pour moi, c'est vieux. Ah, Pour ouais. moi, c'est vieux pour un QB. Hein. C'est. Alors, il a la chance d'être peut-être sûrement le quarterback le plus NFL ready, mais le problème, c'est qu'il va devoir être lancé immédiatement dans le bain pour qu'on se fasse une idée de oui ou non, ça va marcher ou ça va pas marcher. Quand tu arrives que tu as 24 ans en NFL, que tu te dis que tu as une année pour apprendre, que tu as une deuxième année pour te mettre en place, etc., bah, il aura déjà 26 ans, le mec. 26 ans, ça te laisse entre 4 et 6 ans pour performer. Alors, ça peut être suffisant, mais Puis il t'as déjà perd. des mecs à 26 ans qui sont qualifiés limite de vétérans en NFL, quoi. C'est ça. Donc, ça peut être un petit red flag pour lui. Mais comme je vous dis, heureusement qu'il est le plus NFL ready. C'est sûrement pour ça qu'il sera pris au premier tour. Du coup, pour revenir un peu sur sa progression sur une année, ça nous a peut-être un peu rappelé la progression de Joe Burrow. Sauf que je vais pas faire du sec, mais enfin SEC, mais il jouait pas, il jouait pas en SEC. Il était très bien entouré au niveau de son attaque, notamment avec le receveur Addison. Mais ça n'empêche qu'il a quand même eu cette progression qu'on peut pas lui enlever. Voilà, très très bien pour lui. C'est un très bon athlète. Alors ça se ressent pas au niveau des yards au sol, mais je vous assure que c'est vraiment un très bon athlète qui est capable d'aller chercher beaucoup de yards avec ses jambes. Il me semble qu'en high school, il était même qualifié, enfin, il était même noté en tant que dual threat, QB qui est capable de courir. On voit hein, au niveau de ses stats qu'il a été énormément utilisé en red zone sur des options, ce genre de choses-là. Au niveau toujours de son athlétisme, etc., on part sur un bon bras, capable de lancer deep, d'effectuer quasiment tous les types de lancers NFL. Alors, quand je dis de bons bras, on l'a vu d'ailleurs récemment sur le Senior Bowl, on peut se poser une question quand même sur sa puissance de bras. Sa puissance de bras, est-ce que elle est si élite que ça? Je ne pense pas. Je pense qu'on a un bon bras, mais qui n'est pas élite. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de ses petites mains? Alors, je vous vois venir sur les gars. Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui dit que, ouais, par exemple, lui, il est petit, il peut pas faire, je sais pas, il est receveur, il est petit, il peut pas performer. Non, ça se passe pas comme ça. On voit qu'il y a des receveurs, des QB qui sont pas dans des gabarits type, mais qui performent. Maintenant, c'est quelque chose qu'à noter quand tu es quarterback. Si vous avez déjà tenu une balle devant une main, que vous avez des petites mains, comme moi, c'est une galère. C'est une galère, les gars. Il a pas eu de problème sur des fumbles, des choses de. En tout cas, vraiment de mémoire, j'ai vraiment pas vu avoir de problème. C'est quelque chose à noter qui peut expliquer certaines choses et qui pourra expliquer peut-être des pertes de balles ou du manque de précision, surtout en effet. Ce qui explique aussi sa tendance à complètement rater. Mais quand je vous dis complètement rater ses passes, c'est complètement rater ses passes. Il est vraiment, il l'envoie à 4 mètres à côté alors que le mec il a 10 yards en face de lui. C'est très rare, mais ça arrive bien une ou deux fois par match. Et, et il a du mal à envoyer du coup la balle dans la course des receveurs, ce qui ne leur permet pas de faire des yards après réception. Il a beaucoup bénéficié de catch, de gros catch de pas bad, par exemple Addison, pour gonfler ses stats, entre guillemets. Il possède
Par contre, globalement, une bonne précision. Voilà, après, je vais pas revenir sur sa tendance à rater des passes, etc. Mais globalement, il a une bonne précision. C'est quelqu'un de très compétitif qui va toujours essayer d'aller chercher les yards en plus. Et il a une release qui est très rapide, ça part très vite de son bras. Maintenant, en autre point faible, enfin, moi, ce que je n'aime pas, il sort beaucoup trop facilement de sa poche. Il fait pas confiance à sa O-line, alors que pourtant, il a pas joué des D-line, des front seven monstrueux. Wake Forest, ça n'a pas de défense. UNC, c'était quand même difficile. Duke, on n'en parle pas. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. UMass, il n'y a pas de quoi avoir peur de leur front seven. Donc, globalement, il a joué pas des grosses défenses, même s'il en a joué quelques-unes qui étaient bonnes. Et il sortait très, très facilement de sa poche. Alors que pourtant, il a quand même un bon footwork dans sa poche. Ça mouline pas trop mal. Il a une bonne vision. Mais je comprends pas enfin, je comprends pas pourquoi il sort de sa poche comme ça. Il a sûrement peur des blitz, ou il a des analyses pré-snap sûrement pas bonnes, parce qu'il ne voit pas les blitz, donc il sort facilement parce qu'il sait pas ce qui se passe de son côté aveugle ou ce genre de choses. Il a des décisions de lancer aussi très douteux. Le nombre de fois on l'a vu lancer sur des doubles ou triples couvertures, euh, ou de lancer loin alors qu'il a un mec devant lui pour aller chercher le first down. Ça arrivait aussi très très souvent, ce qui explique qu'il n'ait pas un taux de complétion incroyable. Maintenant, je pense qu'on est aussi sur un profil de boomer bust, mais comme je vous ai dit, c'est celui qui est peut-être le plus apte à démarrer day one. De toute façon, il sera obligé. Pour moi, tu peux pas le laisser apprendre longtemps, ou peut-être 2-3 matchs, mais pour moi, il faut le balancer direct dans le grand bain et voir ce que ça donne. Ok, ok, ok. On voit un petit peu le profil global. Maintenant, comment on peut expliquer que, avec les points faibles que tu as donnés, qui sont quand même des gros red flags quand on connaît le niveau des défenses NFL et de leur capacité à déguiser un petit peu leur cover, des gros frappeurs qu'on a en NFL, parce qu'on a quand même l'élite du pays, on a des athlètes extraordinaires qui vont être là à le rusher et tout. C'est quand même des gros red flags que tu as donnés, donc t'expliquerais ça comment qu'ils puissent justement se glisser dans ce premier tour, surtout qu'on voit de plus en plus des analystes et des experts NFL et draft le mettre, pour certains même, premier QB à être sélectionné dans la prochaine draft. Bah déjà, je pense que globalement, les QB de cette classe, ils bénéficient du fait qu'il n'y ait pas d'autres QB qui seront sûrement meilleurs qu'eux, par exemple, l'année prochaine. C'est une classe de QB potentiellement faible. Après, il y a potentiellement des boom or bust, donc ça peut se rééquilibrer. Quand on voit que son seul concurrent pour le tour 1, actuellement, c'est Matt Corral, et que c'est un QB que tu sais que tu vas devoir développer, bah, tu te dis, si tu veux prendre un mec qui peut jouer directement, bah, tu prends Kenny Pickett. Donc c'est un peu un choix comment Par dire? défaut. Ouais, par défaut, voilà. Ok. Maintenant, il y a aussi bah, ça, hein, il a eu une grosse progression. Est-ce que c'était un one-shot? Est-ce qu'il arrive juste bah, à maturité tardivement? Ça, on peut pas le savoir, mais il y a beaucoup de questionnements sur Kenny Pickett quand même. Ok, ok, ok. Et du coup, pareil que pour Coral, hein, je te prends de court comme ça. Tu le verrais Mhm. bien où, Kenny Pickett? Bah, dans une équipe qui utilise un peu encore, peut-être ouais, peut-être Pittsburgh. En plus, ça serait bien, Pittsburgh. Après, apparemment, McTominay est plus intéressé par Dwayne Haskins ou Malik Willis. Euh, et sinon, en deuxième choix, franchement, je sais pas. Toi, je te pose la question. Est-ce que tu le verrais bien à Washington? Non, moi je suis pas. Après, le problème c'est que là, je te parle de mon équipe, donc non, je suis pas spécialement fan de Kenny Pickett, donc non, j'espère pas le voir Peut-être les à, Giants. à Peut-être les Washington, Giants. mais tu vois, on parlait d'un mec que tu peux faire venir directement, tu le laisses apprendre aller 2 3 matchs et puis tu essaies de le lancer dans le gros bain. Je me dis pourquoi pas, aux Panthers par exemple, tu vois, les Panthers, on sait qu'ils sont dans une Ouais, situation un pas petit con. peu compliquée au niveau des QB. Est-ce que ça vaut pas le coup d'envoyer un autre jeune, entre guillemets, encore une fois, parce que 24 ans c'est assez vieux, mais pourquoi pas essayer de l'envoyer là-bas dans le duel avec Darnold et d'essayer de voir lequel des deux fait mieux après Ouais. tout, tu vois. Je me dis Après, pourquoi pas. Matroul, il aime bien ce type de profil-là. Avec Charlie Brewer à Baylor, ça ressemblait un petit peu à Kenny Pickett, donc c'est possible que ça parte aux Panthers.
Ok. Bah, du coup, Val, je te propose de passer au tier 2 parce que bah, malheureusement, ça y est, on en a déjà terminé avec le tier 1, hein. Comme vous disait Val, on est sur une draft class au niveau des QB qui est assez faible cette année. Donc, on passe tout de suite au tier 2, donc aux joueurs qui pourraient potentiellement se glisser au premier tour de la draft, mais que nous, en tout cas, on voit plus au tour 2. C'est ça. Et on va commencer du coup avec Carson Strong, le QB de Nevada. Il a 22 ans, c'est un 6'4 et c'est un 215 pounds. Sa saison 2019, elle est quelconque, 2335 yards, 11 TD, 7 inter, 63% de complétion de passe, pardon. Mais là où il explose, c'est vraiment sur la saison Covid, où il nous envoie un 70% de complétion de passe pour 27 TD et 4 inter, et pour presque 3 milliards. Et puis, on attendait la confirmation en 2021, une saison où il est très bien entouré, hein. Je donne quelques noms, mais Cole Turner, le tight end, Romeo Doubs, c'est quand même des gros profils et dont on va vous reparler sur les scootings. Il finit sa saison à 4186 yards, 36 TD, 8 inter et il reste à 70% de complétion. Alors, au niveau de ses points forts à Carson, il a un bras NFL. Pour moi, c'est le meilleur bras de cette classe de draft. Sa mécanique, son zip, sa vélocité, il a tout. Son bras est absolument parfait. C'est un pocket passeur très traditionnel. C'est pas quelqu'un qui va vous courir à aller chercher des yards. Ça, vous oubliez tout de suite. On peut peut-être le comparer un petit peu, par exemple, à un Big Ben au niveau de ce côté-là. C'est vraiment quelqu'un qui va rester dans sa poche. Et du coup, il a il a un très très bon footwork dans la poche. C'est presque parfait. Pour moi, pareil, c'est le meilleur footwork dans la poche de cette classe de draft. C'est excellent. Il a une panoplie de lancers très grande. Il peut tout lancer. Il a une release très quick, très rapide, même s'il a tendance à prendre sa balle en après-snap très basse. Donc le temps que ça remonte, ça met un petit peu de temps, mais il arrive quand même à l'envoyer assez vite. Maintenant, les points faibles, ça peut être des gros red flags, surtout dans la NFL de maintenant, son athlétisme. Comme je vous ai dit, il ira chercher 0 yard à la course. Ça, vous oubliez tout de suite. Il a un toucher de balle à tous les niveaux, donc court, intermédiaire, long, qui laisse de gros doutes à certains moments. On a pu le voir notamment au Senior Bowl hier. Il underthrow une balle vraiment de façon affreuse. Il se fait intercepter. Ses analyses pré-snap, il faut qu'il continue à travailler dessus. Alors, il était à Nevada, donc forcément, tu joues pas les meilleures défenses, etc. Mais je pense qu'il a encore beaucoup de boulot à faire de ce côté-là, parce qu'il a quand même envoyé quelques inters cette année. C'était pas des inters vraiment, c'était des inters très moches. C'était pas la faute du receveur ou quoi, c'était vraiment de sa faute. Moi, j'allais dire justement, j'allais rentrer en scène, je te laissais terminer un petit peu ton analyse des points forts et points faibles, parce que justement, Carson Strong, étant fan de Washington et ayant besoin d'un quarterback, il fait partie justement de ces petits chouchous, de mes petits coups de cœur de cette saison. Et je vais pas te mentir, le 70% de passes complétées m'excite beaucoup. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les QB, des mecs qui ont des gros taux de complétion parce que justement ça veut dire qu'ils sont capables de lancer et à tous les niveaux. Et quand on écoute un petit peu tes points forts et tes points faibles, je remarque qu'en points forts, on a quand même pas mal de capacités, comment dire, euh, innées, tu vois. Donc Mm. un bras incroyable, un très bon zip, une quick release, un footwork que même toi, tu as qualifié de très très bon dans la poche. Ça, c'est pas des trucs sur lesquels tu vas perdre du temps, tu vois, une fois qu'il sera en NFL. Et là où tu as des points faibles, c'est son athlétisme. Ok, athlétisme, quand tu sais que tu vas chercher un pocket passeur, c'est pas ce que tu recherches, tu Mm. vois. Euh, Ton analyse pré-snap, c'est quelque chose que tu peux travailler avec tes coachs en étant assis pendant un an ou peut-être un peu plus, tu vois. Un Jordan Love. Non, mais donc tu vois, en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que ces points faibles, tu peux tous les travailler. Là où ces points forts, c'est des trucs beaucoup plus compliqués une fois que tu es en NFL à travailler, tu vois. Et donc, Je suis d'accord. Et puis en plus, sur Senior Bowl, il nous a montré quelques lancers dans des tight windows, ils disent en anglais. Alors, c'est des petites fenêtres. Souvent, c'était entre 2 et 3 joueurs. Il a lancé vraiment parfaitement pile à l'endroit où il fallait. Euh, c'était vraiment pile à l'endroit où il fallait. Mais par mhm. contre, c'est sur les lancers courts et intermédiaires, moins sur les lancers longs.
mais il est capable de faire ce type de jeu-là, et ça, c'est des jeux que tu vas retrouver en NFL et dont tu vas avoir besoin de lui. Ouais, Euh, ouais. voilà, maintenant, après, comme tu as dit, l'analyse pré-snap, il va falloir qu'il bosse dessus pour éviter de se faire pique. Et voilà, mais après, je pense que c'est un très beau potentiel et c'est un QB encore une fois, à développer, quoi. Ah ouais, ouais, clairement. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi le fait que bah, tu puisses aller justement le snatch, le voler un petit peu au tour 2, tu vois. Et donc, ça te Mm. permet de garder ton tour 1 pour vraiment un truc encore plus fort qui puisse l'aider, soit lui, soit aider ton équipe à être meilleure, tu vois. Carson Strong, moi, c'est un des noms qui me fait vraiment bien kiffer. Et c'est le seul quarterback qu'on a en tier 2. Alors ça va en Ouais. choquer certains, hein, mais donc on va passer au tier 3 et tu vas essayer d'expliquer donc la chute d'un mec comme Malik Willis, qui est annoncé comme futur superstar. Willis, on nous le vend comme la future superstar. Le mec, il a tout, du charisme, un bras extraordinaire, un athlétisme. Pourquoi tu nous le fais descendre en tier 3, Val? Globalement, sur ces 3 premières saisons, on est quelque chose vraiment d'assez propre. Enfin, sur ces 2 premières saisons, il joue pas trop. Mais sur sa saison de 2020, pardon, je me reprends, sur sa saison de 2020, on est quelque chose d'assez fort. On est vraiment sur un profil double menace. Il va chercher 20 TD à la passe et 944 yards à la course pour 14 TD. Par contre, au niveau des yards lancés, ça reste à 2260, c'est vraiment pas énorme. En 2021, on est à 2857 yards, 27 TD, mais 12 inter, alors il en envoie que 6 en 2020, donc on arrive sur le double. Et par contre, au niveau des yards au sol, ça reste équivalent. Euh, il y a un truc en fait qui s'est passé dans la saison de Malik Willis, c'est en cours de saison, et il me semble que ça avait commencé contre le Miss, il a complètement implosé. Je crois qu'il était parti sur un ratio de 10 TD pour 0 inter. Et puis là, je crois que ces 12 inter, il les envoie genre en 6 matchs, quelque chose comme ça. Il a complètement implosé. Il n'a jamais su redresser la barre. Et ça, pour un QB que tu vas envoyer en NFL, qui normalement va tomber dans une équipe assez faible, si tu n'arrives pas à redresser la barre ou à tenir ton équipe à flot, c'est vraiment pas bon signe. Malgré ça, il a quand même un athlétisme. C'est peut-être le meilleur athlète sur les QB de sa classe de draft. On n'est pas sur du Lamar Jackson. On est sur un profil un peu plus puissant, mais qui peut vraiment aller chercher des yards. Tu peux très bien l'utiliser dans une RPO ou vraiment utiliser un package d'options, de triple options avec lui conséquent. Il fait preuve de patience, mais il y a des fois quand même, je me demande si c'est pas un manque d'analyse de ce qui se passe sur le terrain. On sait que son analyse pré-snap des défenses, elle est pas bonne, vraiment pas bonne. Et il y a des fois, tu le vois, tu te dis, est-ce que c'est de la patience? Alors des fois, il va trouver la cible, donc tu dis, ouais, bon, le mec a été patient, il a laissé son receveur faire sa route. Et il y a des fois, tu dis, non, en fait, le mec, juste, il comprend pas ce qui se passe devant lui. Et il n'arrive pas à analyser la défense et à se dire, OK, mon receveur, il doit faire ça comme tracé. Est-ce que si le backer, je sais pas, du coup, il est dans cette zone-là, il est en zone en cover 3, est-ce que ça va passer ou pas? Il a l'air d'être un peu du père sur son analyse. Il est Sur très... ça, Ouais. sur ça, je suis assez d'accord. Justement, pareil, je me suis bouffé un petit peu des tapes de Malik Willis parce que justement, on l'annonçait assez haut et que j'ai vu pas mal de fans de Washington commencer à kiffer dessus. Donc, je me suis plongé un petit peu plus sur son cas à lui. Et je suis assez d'accord. Très, très, très souvent, son lancer, soit c'est sa première lecture qui s'ouvre très rapidement et donc il la balance, soit c'est toujours sa première lecture, mais en fait, avec ses jambes, il lui donne le temps de se libérer. Il anticipe pas ou très peu les tracés de ses receveurs, c'est-à-dire qu'il va attendre que son gars soit complètement open pour lui envoyer plutôt qu'anticiper le move. Alors Et, parfois ça marche, hein, mais il y a d'autres fois où du coup bah, les DB ont le temps de réattaquer et de venir donc typer les balles ou ça ou empêche ses receveurs de pas faire des yards après réception. aussi. Mais donc j'ai vraiment l'impression quand tu dis que sa patience, c'est peut-être pas finalement de la patience, mais plutôt une incompréhension de sa part de ce qui se passe. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, parce que dans sa tête, en fait, il sait qu'il est tellement athlétiquement au-dessus que de toute façon, si le jeu implose à tout moment, bah, il va prendre ses jambes à son cou et aller chercher des yards. Et sur ça, il est très très fort. Sur ça, je C'est, pense que personne peut lui retirer ça, tu vois. et ça, on l'a beaucoup vu au Senior Bowl hier sur le carton qu'il a joué. Déjà, ils l'ont. Alors,
pour vous parler vite fait du Senior Bowl, ils l'ont vraiment mis dans des conditions dans lesquelles on verrait pas ses défauts. Donc ça roulait beaucoup, il y avait beaucoup de play action. Mais à chaque fois, ça se finissait quasiment par une course. Parce que il essaye de lire, tu le vois essayer de lire à gauche, à droite, mais tu sens que c'est pas inné et que c'est vraiment pour montrer au scout NFL, regarde, et je regarde à gauche, à droite, je fais quand même mon analyse. Mais le mec, il regarde pas, on a l'impression qu'il regarde pas. Et il se dit, de toute façon, je suis tellement fort avec mes jambes, bah, je vais prendre les yards avec les jambes, et puis c'est bon, ça ira. Sauf qu'en effet, bah, ça marche pas comme ça, frérot, hein. Lamar Jackson, on voit bien bah, que ça peut lui poser des problèmes. Pardon. Ensuite, son inconsistance bah, dans tous les niveaux, hein. De temps en temps, il arrive quand même à montrer quelques flashs quand il est en rythme. Mais dès qu'il perd le rythme, bah, il implose, comme je vous l'ai déjà dit. Sa précision, elle est vraiment, comme tu en as parlé, elle est pas très bonne. Ça attend beaucoup que ses receveurs arrivent au point pour lancer. Donc ses receveurs peuvent pas faire de big play derrière. Souvent, quand il essaie de lancer, quand le receveur durant son tracé, enfin quand il est en train de courir son tracé, pardon, bah, il la lance toujours un peu derrière, un peu en haut, donc son receveur il galère à faire une réception, donc il perd du temps, donc il y a un DB ou un linebacker qui peut lui tomber dessus et qui l'empêche de faire des yards après réception. Globalement, en fait, de toute façon, Malik Willis, c'est un gros projet à développer, mais on part uniquement en NFL avec des certitudes physiques, donc athlétisme, bras NFL, c'est tout. Vous en faites ce que vous voulez, mais il y a énormément à faire, à travailler, et je pense que ça va être même très dur. Il a 23 ans. Si tu lui laisses un ou deux, voire même 2 ans, je pense qu'on sera peut-être plus sur du 2 ans d'apprentissage. Il aura déjà 25 ans. Est-ce que ça vaut le coup d'aller le chercher premier tour? Je sais pas. On sait à quel point les coachs raffolent de ces QB double menace de plus en plus. Et pour le coup, dans ses armes, il a ce qu'on demande à un QB double menace, c'est-à-dire bras canon et un athlétisme qui va lui permettre de soit faire durer les jeux, soit d'aller chercher des yards ou des TD grâce à ses jambes. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est soit tu vas avoir une équipe qui va le prendre assez bas et qui va justement le faire sit et apprendre un petit peu, mais au final, le joueur perdra de sa valeur, parce qu'en le mettant sur le banc, il va perdre des années. En perdant des années, tu perds aussi cette espèce de fougue de la jeunesse, tu vois. C'est aussi ça que les mecs recherchent dans Malik Willis. Maintenant, une équipe pourrie qui le prend au premier tour, ce qu'il va falloir, c'est être patient. C'est-à-dire que s'il te fait une bonne première saison, et on sait ça peut arriver parce que les défenses NFL ne seront pas préparées à ce joueur-là spécifiquement, donc il va faire des big plays, enflammer tout le monde et tout. Et parfois, tu vois, sur leur saison sophomore en NFL, ils ont tendance à piquer un petit peu du nez et re-rentrer dans le rang. Ce qu'il va falloir, c'est donner du temps à ce mec-là. C'est même si vous le faites starter tout de suite, s'il fait des mauvaises années, en fait, pendant ces 2-3 mauvaises années, il va falloir être derrière lui, tu vois, et continuer à lui donner de la force, en espérant que lui, mentalement, il soit assez fort pour essayer de gommer ses petites faiblesses, hein. On le voit beaucoup, pareil, ça c'est un débat qu'on a beaucoup avec Kevin, qui tient donc la page Oregon France, qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes quarterbacks de maintenant, qui veulent tellement le big play que malheureusement tout leur jeu change et se transforme à cause de ça, et du coup on retrouve ces espèces de QB extrêmement forts ou dans un moment clutch quoi peuvent te sortir un play incroyable en courant 40 yards en latéral avant de t'envoyer une bombe entre 3 joueurs dans la end zone, et là tout le monde se lève et c'est extraordinaire, et ensuite te rater une slant à 5 yards. Ça c'est aussi le truc de Malik Willis, on le voit rater des lancers mais tellement faciles avec des mecs tellement open où tu te demandes mais sérieux frérot, comment tu fais pour nous envoyer des bombes incroyables entre 3 défenseurs quand t'arrives même pas à viser un mec tout seul qui est à 5 yards de toi. Très beau prospect dans le sens de la progression. Je pense que son plafond à Malik Willis peut être très élevé. Maintenant, qu'il soit pris tour 1 ou plus tard dans la draft, dans tous les cas, il va falloir lui laisser du temps. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Tu le verrais où, le petit Malik? On l'a pas fait sur Carson Strong, mais Malik Willis, ça m'intéresse. Tu le verrais où, là, comme ça? Je sais pas, je peux pas te donner une équipe comme ça. J'ai du mal. Peut-être les Riders. Peut-être les Riders sur un deuxième tour, s'il est libre en deuxième tour, on peut-être aller le chercher. Ouais. Ouais. Je suis assez d'accord. Moi, pour étonner tout le monde, tiens, s'il tombe deuxième tour, je me disais pourquoi pas les Dolphins. On sait que tu vois, c'est Oh, déjà compliqué. ça Le serait projet. Non, mais le ce serait un projet. aveu de. Non, mais le projet est mort-né. Donc laisse, tu as encore un an ou deux, tu vois, à faire ces conneries. Plus un an que deux. Et derrière, t'envoies justement un Malik Willis pour essayer de faire péter la banque à Miami, quoi.
essayer de faire des jeux de ouf dans tous les sens. En plus, si ça marche, tu sais que marketingement, ça va être un truc de malade. Le maillot Willis numéro, je sais pas, numéro 1, tu vois, avec un truc de fou, genre, je sais pas. Je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être Atlanta aussi, j'avais pas pensé, mais peut-être Atlanta ou pour Carson Strong, Atlanta, pour rester dans un type Matt Ouais, Ryan. ouais, C'est ouais, possible. ouais. Du coup, Val, le prochain quarterback de ta liste, là, de ton tiers numéro 3, Ouais, de qui est-ce que tu vas nous parler? c'est Samuel de UNC de North Carolina. Alors lui, il est un peu plus jeune que les autres. Il a même pas encore 22 ans, donc il aura 22 ans en NFL. C'est un 6 et il fait 220 pounds. Alors Samuel, il faut vraiment essayer de démarquer ses 2 premières saisons et sa dernière saison. Sa saison 2019, il envoie 3641 yards pour 38 TD et 7 inter, 61% de complétion de balle et 1 TD au sol pour 35 yards. En 2020, on part quasiment sur la même chose niveau de yards. Il a 30 TD, 8 TD de moins, 7 inter, 68% de complétion, donc 7% de plus. Et par contre, 5 TD au sol. Et en 2021, donc quand il perd Jamie Brown, Daz Newsome, Carter et Williams, c'est 3056 yards, 24 TD, 9 inter, 62,5% de passes complétées, 828 yards et 11 TD. Donc on voit une nette progression ou augmentation de ses yards au sol et de ses TD. Donc juste pour un peu revenir sur sa dernière saison, ça me fait penser un petit peu à Matt Corral sur le fait qu'il n'avait plus personne autour de lui. Matt Corral a eu la chance d'avoir une défense qui a progressé pendant la saison, mais il a aussi beaucoup perdu Samuel en joueur défensif sur la dernière draft. Donc il était vraiment quasiment esselé. Donc il faut vraiment prendre en compte ses 2 premières saisons et sa 3e. Au niveau de ses points forts, ce qu'on ne peut pas le retirer, comme on a vu pour cette saison, c'est un gros compétiteur. Moi, plein de fois, j'ai pensé qu'il allait lâcher, qu'à un moment, qu'il allait exploser, alors qu'à aucun moment il a explosé. Il a toujours été là pour son équipe, toujours à essayer de gratter le yard en plus au sol, toujours essayer de donner du temps à ses receveurs. C'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux raconter en effet. Son athlétisme, pour moi, sa capacité à courir en CFB, elle sera pas retranscrite. Il n'enverra pas 800 yards par saison. C'est quelqu'un qui peut aller chercher des yards, mais des petits yards. C'est pas quelqu'un à qui tu vas faire courir comme un Malik Willis, un Lamar Jackson. C'est pas ce genre de quarterback là. J'aime beaucoup sa précision sur lancer court et intermédiaire. Par contre, sa précision sur lancer long, pour moi, elle me laisse vraiment à désirer, notamment à cause de sa mécanique de lancer. On le voit sur sa mécanique, ça envoie beaucoup avec l'épaule et moi, je déteste ça. Vraiment, c'est personnel, comme je vous le rappelle, hein, c'est des scootings personnels. Mais moi, c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas chez un QB quand ça part de l'épaule. Bien qu'il ait un bras décent, hein, mais voilà, sa mécanique, moi, ça me fait peur. Ça lui fait perdre un peu de temps. Il n'a pas une release très rapide. Ça lui fait perdre en précision. Ça lui fait perdre en placement de balle. Ça lui fait perdre en toucher de balle. En plus de ça, il n'a pas une panoplie de lancers très grande. Alors, il peut lancer des slants. Des fois, même, il les lance très bien. Mais aussi, en vue du jeu développé par UNC, on lui demandait pas de lancer c'était souvent très vertical, screen ou slant. C'était vraiment très précis. Ça sortait pas du lot. Par contre, il y a quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer, c'est son excellent footwork dans la poche. Je sais plus pour qui, enfin, je crois que c'était sur Carson Strong que j'avais qualifié de très bon footwork, mais au final, enfin, Samuel, c'est encore au-dessus. C'est vraiment parfait. Il y a rien il y a rien à en redire, et c'est sûrement pour ça qu'il arrive à compenser sa mécanique particulière. Alors, quand vous allez me dire, ouais, mais Philippe Rivers, il avait une mécanique de merde, machin, oui, d'accord, tout le monde n'est pas Philippe Rivers, et puis Philippe Rivers, ça lui empêchait de lancer quelques balles, il pouvait pas tout lancer, il pouvait pas tout faire. Moi, j'aime pas, personnellement. Je pense qu'il y a d'autres mécaniques plus conventionnelles ou qui sont plus avec les bras, les avant-bras, style Patrick Mahomes. Ce genre de mec-là, où pour moi, ça marche très bien. Moi, j'aime pas du tout et ça lui fait perdre énormément de précision, de placement de balle, de toucher, etc. Et par contre, aussi une chose que j'aime pas, c'est son analyse pré-snap. Il a du mal à identifier les blitz. C'est pas catastrophique, mais ça arrive quand même assez souvent qu'il ait du mal à voir ce qui se passe devant lui, notamment sur le front seven. Peut-être un peu moins sur les DB, mais sur le front seven, il a énormément de mal à analyser ce qui se passe, notamment quand il y a beaucoup de pression sur lui. Après, je rappelle,
Je pense que ça, 2 premières saisons qui étaient incroyables. Il a bénéficié aussi de joueurs très forts autour de lui, il était très bien entouré. Mais par contre, qu'à l'inverse, en 2021, il n'avait plus personne. Donc ça devient aussi compliqué de performer. Il faut arriver à trouver le juste milieu de est-ce que les 2 premières saisons, il était énormément aidé par ses joueurs autour de lui, et est-ce qu'au final, en 2021, on a vu le vrai visage de Samuel. Pour moi, c'est même pas un QB que qui a à développer, c'est pas un Matt Corral, c'est pas un QB vraiment tu vas pouvoir le développer. Pour moi, il a quand même de grosses limites. Et je sais pas si ça en fera un QB titulaire élite, non. Titulaire possible, mais on sera toujours dans cette ouais, mais on pourrait avoir mieux. Mais on pourrait avoir pire aussi. Voilà. Après, il ressemble un petit peu physiquement à Baker Mayfield, mais je trouve qu'on pourrait peut-être se rapprocher de ce type de QB là. Ouais, mais tu vois, finalement, quand on voit un petit peu l'âge de tous les différents quarterbacks qui vont être pris cette année, ça, c'est quand même le plus jeune. Est-ce que tu te dis pas qu'au niveau de son analyse pré-snap et même de sa mécanique de lancer, est-ce qu'il n'y a pas moyen de retravailler ça un petit peu en NFL de par son jeune âge, tu vois? L'analyse, oui, tout le monde. Ça, de toute façon, tu le travailles tout au long de ta carrière. Moi, c'est pas ce qui me fait peur. Après, faut pas être un gogol, quoi. Il faut avoir de la compréhension. Et je pense pas qu'il le soit. Mais sa mécanique de lancer, c'est un truc que tu travailles quand t'es en high school, quand t'es au lycée. Tu peux la peaufiner, comme a pu le faire, par exemple, Matt Corral au cours de ton cursus universitaire. Mais quand tu arrives en NFL, le dernier mec que je me rappelle qu'on a retravaillé sa mécanique, c'est Hackenberg, des Jets. C'était pas la même mécanique. On est bien d'accord. Mais non, t'arrives pas en NFL et un mec il te dit bon, on va travailler ta mécanique. Non, tu peux peaufiner des petites choses, mais pour moi, il y a Hmm. énormément à faire. Est-ce que je me trompe? C'est possible, hein, j'en sais rien. Mais moi, c'est pas vers ce type de mécanique, de bras et de QB que je vais me tourner pour aller chercher mon QB franchise du futur. Ok, ok. Peut-être un petit QB de transition ou un truc comme ça, Oui, comme tu l'as expliqué juste avant, c'est ça? au minimum, ça sera un très bon QB2, vraiment au minimum, et c'est très bien, Hmm. hein, il faut pas se leurrer, hein, être QB remplaçant, QB2 en NFL, c'est très bien. Euh, Est-ce qu'il pourra maintenir un flow de 3 ans, tu vois? Possible, possible, mais il faut pas attendre un QB franchise avec Sam Howell. Ok, ok. Et du coup, bah, ça va nous mener très tranquillement au dernier QB donc, de ce tier 3 et dernier QB de cet épisode, hein. Épisode qui est déjà assez long, hein. D'ailleurs, Hmm. petit disclaimer avant d'en arriver à notre dernier QB. Sur les épisodes comme ça où on aura peu de joueurs à développer, on n'hésitera pas à aller un petit peu plus en détail. Dites-vous qu'il y aura des épisodes sur lesquels on aura énormément de joueurs à envoyer, et donc on ne pourra pas justement rentrer autant en détail sur leurs points forts, leurs points faibles, leur déroulé de saison, pourquoi telle saison ils ont été meilleurs qu'une autre. Non, on sera beaucoup plus précis et concis parce que bah, malheureusement il y aura énormément de joueurs à faire, hein, comme vous en doutez. Ce disclaimer étant dit, bah, du coup, on va arriver avec. Bah, allez, je pense que je peux l'avouer Vas-y, maintenant, hein. présente-le. C'est le chouchou, peut-être même numéro un de Val, peut-être même devant Matt Corral, hein. On va Non, quand parler même de. pas, mais pas loin, pas On va loin. S'il n'y avait pas parler Matt de. Corral, c'était numéro 1. On va parler de Bailey Zapp, hein. Quarterback de 23 ans alors que je dise pas de bêtises, de Western Western Kentucky, Kentucky, c'est ça, hein. c'est ça, ouais. Donc à 6 pieds de haut, hein, 213 livres au niveau de son poids. Un mec que Val nous présentait déjà à une époque sombre où il allait le Ah, scouter avec des jumelles en faisant les voyages directement là-bas, hein. Euh, Houston Baptiste, bien sombre. à Houston Baptiste. On est sur une saison 2018 pour Bailey Zapp à 2822 yards, 23 TD pour 13 interceptions, 57,8% de passes complétées et 179 yards au sol et 1 TD. Ensuite, on a une deuxième saison à Houston Baptiste, toujours saison 2019, où il nous sort donc 3811 yards, 35 TD pour 15 interceptions. Et là, on a déjà un bond incroyable en termes de passes complétées, puisqu'il passe donc de 58% à 64%. Ensuite, sa dernière saison à Houston Baptiste en 2020, où là on a toutes les stats qui baissent, mais parce que je pense Pas honnêtement beaucoup de que matchs. Houston Baptiste a dû faire 3 matchs dans la saison, hein. Hmm. Il nous fait donc une saison à 1833 yards, 15 TD pour une seule interception. On a déjà un ratio très très sérieux. Et encore un bond
en termes de passes complétées, puisqu'il passe de 64% à 65,6%. On a déjà encore un bon. Et enfin, alors là, on a cette saison 2021 où il transfère à Western Kentucky. Et là, Val, je vais te laisser y aller parce que l'autre nous fait une saison mais historique. Il a tout éclaté. Et il bat le record de yards en une saison, 5967 yards. Il bat le record de Joe Burrow, 62 TD, 11 inter, 69,2% de complétion de passe et 17 yards à la course pour 3 TD. Incroyable, saison incroyable. Je l'avais dit, je vous emmerde tous. Elio, Guillaume, tous ceux qui étaient là, je vous emmerde, je vous l'avais dit ça allait être un crack, il allait être en NFL. Alors, juste pour poser un peu, parce que c'est sûrement le quarterback le plus particulier, entre guillemets, de cette classe de draft, il a joué sous un système Air Raid. C'est un système qui est quasiment uniquement tourné vers la passe. À 95% du temps, c'est la passe. Merci Zach Kittley, d'ailleurs, qui est parti à Texas Tech, ça va être incroyable. Du coup, il était encore moins dans un système pro-style que les autres QB. C'est-à-dire que vraiment, à part le head coach d'Arizona, des Cardinals, il n'y a personne qui met en place ça en NFL. Arizona Cardinals, il y a déjà un QB1, Kyler Murray, donc on sait que déjà il partira pas là-bas. Peut-être en remplaçant, je sais pas, enfin on verra. Mais du coup, c'est un incroyable gunslinger. Là vraiment, c'est un mec qui t'envoie 50 passes par match. Je te dirais même des fois, même plus, il est monté à 60 passes contre UTSC en saison. C'est quelqu'un qui peut envoyer énormément. Il a une précision court, intermédiaire, incroyable. Il n'y a personne qui est plus précis de lui. Même personne strong, il n'est pas plus précis de lui. Il a une grosse panoplie de lancers parce qu'il en a vu énormément. Tout ce qui est shallow, slant, comeback, vertical, screen. Il a tout lancé dans le système Air Raid. Il a une très bonne lecture en système Air Raid. Je précise bien. Il gère très bien son jeu sous pression, il trouve toujours la petite flaque, le petit truc qu'il faut pour se débarrasser du ballon rapidement. Il a une très bonne vision de jeu. Maintenant, ses points faibles, il n'a pas un mauvais athlétisme, c'est pas un mauvais athlète, mais il a un athlétisme tout juste décent. Déjà, il n'est pas très grand. Et il ne veut pas aller chercher des yards, donc c'est très peu de yards, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment 4-5 yards, ça va pas plus loin, quoi. C'est pas quelqu'un qui va vous sortir des grandes courses de 30-40 yards. Son plafond, on ne le connaît pas. Encore une fois, système Air Raid. Il était très bon dans un système, et tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'il est passé de FCS à FBS, et qu'il a eu que de la progression, et que on a vu zéro régression. C'est le seul truc qu'on peut se dire par rapport à lui, c'est que le fait de passer de FCS à Division 1, enfin à Division 1, à, on va dire, le top du CFB, on a vu aucun choc de sa part. Le niveau des défenses adverses, que ce soit en FCS ou à Western Kentucky, il était moindre. Toujours aussi, voilà, cette confrontation système air raid, défense adverse, on ne sait pas. Sa puissance de bras, par contre, c'est un bon red flag, surtout sur les passes deep. Il perd en vélocité, il perd en zip. C'est vraiment pas incroyable. Alors pourtant, il a une très bonne mécanique. Il a une façon de se tenir très droit, le menton très droit, c'est très particulier. Donc des fois, on peut se demander est-ce que son footwork, est-ce qu'il pourrait pas améliorer? Mais je pense que ça fait vraiment partie de sa mécanique et que ça ne lui pose pas de problème. Mais par contre, je pense qu'il va falloir incorporer certaines choses. Peut-être un poil plus de footwork, peut-être un poil plus de flexibilité au niveau du tronc pour pouvoir permettre à ses hanches et ses épaules de se tourner beaucoup plus facilement pour pouvoir trouver de la puissance dans son bras, notamment sur les lancers deep. Parce que sinon, ça va devenir très restreint pour lui de lancer en NFL. On l'a vu hier au Senior Bowl un petit peu. Alors, il avait la pire offense, je pense, contre la meilleure défense du Senior Bowl. On l'a vu pour la première fois dans un système un peu plus pro-style. Il a montré des flashs, il a montré qu'il y a des moments, peut-être il gérait un peu moins bien les analyses, mais c'est normal, quand tu as connu 4 ans de système ARR, tu changes pas du jour au lendemain comme ça. C'est un quarterback qu'on va devoir développer, mais que je pense, honnêtement, s'il y a un coach qui le prend et qui dit lui c'est mon QB du futur et qui met tout en place pour lui faciliter en gros la tâche, parce que normalement font tous les QB, mais tous les coachs envers leur QB, mais là c'est encore un poil plus poussé. Je pense que ça peut devenir un très très gros quarterback en NFL. Mais c'est son problème, c'est qu'à mon avis, le système Air Raid lui convient très bien.
mais qui va le faire développer en système Air Raid ou dans un système Pro Style, mais qui incorpore du Air Raid. Ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà, après pour lui, je pense pas que j'ai plus à dire que ça. Il envoie tellement de passes, vous allez regarder un match de lui, vous allez voir tout ce qu'il sait faire, hein. Il envoie 50 passes par match et ça change. Enfin, il se foire pas. J'ai rien de plus à dire Il suffit, de toute façon, j'ai sur envie de te lui. dire, il suffit de voir ses stats. Le mec est quasiment à 70% de passes complétées sur sa saison et 6 milliards, 62 TD pour seulement 11 interceptions. Je pense que voilà, les stats parlent d'elles-mêmes. Mais du coup, pour Bailey, tu le vois où Ouais. toi ton Et me dis pas Green Bay parce que je vais descendre, Non, je vais te marrer. non, je vois pas du tout. Oh, ça pourrait, tu vois, parce qu'en fait, Jordan Love, il est utilisé comme Aaron Rodgers. On n'utilise pas Jordan Love comme on devrait l'utiliser, donc je me pose des questions. Mais en vrai, ça pourrait. Mais bref, là où je l'aurais vu le mieux, bah, ça aurait été aux Patriots. Bon, malheureusement, il y a Mac Jones. Mais actuellement, je te dis, à part Arizona, je vois personne. Qui va aller en NFL et dire, je vais mettre en place, allez, 50-60% de système Air Raid? Mais Je sais pas. donc le problème c'est que là du coup t'en viens quand même à te dire qu'il faut changer complètement ton système plutôt que Bailey Tout, puisse apprendre. tous les QB, tu t'adaptes à eux, hein, normalement. Oui, oui, je suis C'est d'accord. après, oui, tu as ton système et on va dire que tu facilites l'accès à ton système, à ton QB. Mais là, on va dire que c'est plus le système que tu dois vraiment adapter au QB et pas l'inverse. Tu vois, c'est pas le QB qui va s'adapter. Mais après, je pense que dans un système qui est quand même plus tourné à la course, peut-être comme aux Niners, ce type de système-là, peut-être qu'il pourra y trouver sa place. Mais j'ai peur que sans un système un peu plus air raid qui lui facilite et là où il est très bon les analyses, d'après Snap, ça en reste un QB 2 très bon, mais qu'on n'ait pas non plus un QB franchise. Il faut vraiment tout mettre pour lui et un système vraiment adapté à lui. J'en reviens à ce que je disais pour nos auditeurs qui n'ont pas spécialement suivi la saison de Western Kentucky. Est-ce que tu penses que c'est impossible pour Bailey Zappe de justement se mouler dans une offense plus NFL traditionnelle, quoi? Ça va demander du temps. Ça va Oui, demander ça du temps. demandera du temps, mais il n'est pas incapable de le faire, c'est ça Non, que je veux mais dire. ça sera pas un Patrick Mahomes, ça sera pas un Josh Allen, tu vois, on sera plus peut-être sur un mec qui aura une carrière, je sais pas la Jimmy G, parce que Jimmy G il est nul, peut-être un peu mieux, tu vois, mais tu vois, Mhm. c'est ce type de quarterback, peut-être même plus comme un Tom Brady, tu vois, c'est ce type de QB. Franchement, ça, Faut qu'il ah, tombe c'est au bon ça. endroit pour performer, quoi. C'est vraiment, lui, c'est plus Tous les spécifique que les joueurs, autres. voilà, tous les joueurs, c'est ça, mais alors, lui, c'est encore plus, tu vois, c'est vraiment encore plus. Après, s'il part à Arizona dans le cadre d'être un QB remplaçant et d'être vraiment dans un système air raid, moi, je suis très content pour lui, je pense qu'il le sera aussi. Mais si tu le prends pour être un QB titulaire, bah, il lui faudra du temps et il faudra vraiment avoir un jeu au sol conséquent et avoir un système de jeu et des play design qui facilite le lancer court et intermédiaire avec beaucoup de shallow, beaucoup de slant, beaucoup de ce type de tracé. Ok, ok. Bah, du coup, on en a terminé, hein. Donc, pour ce premier épisode réellement scouting et troisième épisode de TT Profil, restez avec nous, restez connectés avec nous, gardez un œil sur le compte Twitter de The Trick Play parce que vous allez avoir quand même pas mal d'épisodes, hein. C'est quoi, le Super Bowl vient de passer, hein, et on va vous accompagner donc jusqu'à la draft. Préparez-vous, hein, si vous êtes des amoureux du football, restez là. Si vous êtes des amoureux de la draft, restez là. Si vous êtes juste en quête de trouver votre future perle rare avant la draft, bah restez là. Et dans tous les cas, Val et moi, on continuera à travailler pour vous et pour vous faire kiffer. Bah écoutez, bisous à tous. Salut tout le monde! Allez, ciao.